Bonjour, et j'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts pour ce quatrième panel. C'est bon, hein? Oui. J'ai introduit ce quatrième panel qui parlera des mobilisations et solidarités autour des migrations en Belgique. Je commence ici à ma gauche par Yuri Lou-Vertonghen, qui est politologue et professeur invité à Saint-Louis, qui travaille sur les mobilisations de collectifs de sans-papiers, qui a été l'objet de sa thèse, qui va par ailleurs être éditée bientôt aux éditions Academia, sous le titre Papier pour tous. Et Thomas Swert de l'Université Erasmus de Rotterdam, qui est professeur assistant en sociologie. Et ils vont nous présenter Collective Memory and Amnesia, Continuities and Discontinuities in the Belgian Sans-Papiers Movement de 2004 à 2021. Ensuite, on a Cécile Balti, qui est docteur au Centre de recherche et en information et communication de l'ULB, avec une thèse récemment défendue sur les pratiques discursives des acteurs militants, et qui est également membre du Centre de recherche transdisciplinaire Migration, Asile et Multiculturalité. Et Cécile va présenter « Reproduire ou contester les catégories de la migration, réflexivité politique et langagière des acteurs militants autour de la nomination des personnes ». Ensuite, on a Louise Carlier, chercheuse postdoctorale à l'UC Louvain et chargée de cours à l'ULB. Louise a consacré sa thèse au cosmopolitisme au croisement de la sociologie urbaine et de la sociologie des migrations. Et elle nous présentera Quand les formes publiques sont défaillantes, bienfaits et méfaits d'une hospitalité maintenue dans un régime de proximité. Et pour finir, Antoine Roblin, professeur en psychologie des migrations à l'ULB, affilié au Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle et à l'Institut d'études européennes, qui nous présentera Frontières et usage des solidarités, de la criminalisation de l'hébergement des exilés à la sous-traitance étatique auprès des citoyens. Et je commence par Louise, à qui je passe tout de suite la parole. Merci. D'abord, je précise que donc, je vais présenter les résultats d'une recherche qu'on mène actuellement dans le cadre du projet Réfufemmes, qui s'intéresse aux trajectoires d'inclusion de familles réfugiées dans différentes villes belges et dont différents collègues sont présents et qui est coordonnée par Robin van der Voort, qui est discutant de ce panel. Donc voilà, comme ça, les choses sont clarifiées. Et donc ici, c'était pas du tout... Pardon, je suis désolée. Je voulais pas que ce soit perçu comme ça. J'ai été prise par le retard et donc j'ai oublié, je suis désolée. Je présente donc le discutant de cette table, le professeur Robin van der Voort, professeur en Migration Studies au CESMIR de l'Université de Gand. Merci à tous d'être là. Merci pour l'invitation. Et donc je vais m'interroger en fait, je vais adresser la question des rapports entre les formes publiques et privées de l'hospitalité, qui sont souvent distinguées dans la pensée politique et philosophique, où la forme privée renvoie à l'hospitalité, à l'accueil chez soi et aux pratiques qui émergent au sein de la société dite civile, et la forme publique renvoie plutôt aux lois et dispositifs qui régulent les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur un territoire, et la forme privée est souvent valorisée par rapport à la seconde. Et donc ici, il s'agit de questionner ces rapports dans un milieu de réception spécifique qui est Tournai, qui est une petite ville wallonne, qui en fait, je précise aussi d'emblée que j'habite Bruxelles depuis 22 ans, mais je viens de Tournai, comme ça c'est dit. Tournai, en fait, jusque 2015 et l'ouverture d'un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, était largement préservé des flux migratoires non européens. Et donc, si on a quand même plus l'habitude dans les sciences sociales d'étudier les pratiques d'hospitalité et les trajectoires des nouveaux venus dans les grandes villes, qui sont en général assez équipées en fait, pour répondre aux devoirs d'hospitalité. Et ici, Tournai, en fait, c'est une petite ville qui ne présente pas les traits associés habituellement aux phénomènes urbains.
Donc la population est peu diversifiée, tout le monde se connaît, pour reprendre une expression qui est tout le temps utilisée, et donc l'ouverture du centre d'hébergement va vraiment marquer un tournant en fait dans l'histoire de la ville, et va d'abord en fait susciter toute une série de tensions, de controverses. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais où les uns vont contester l'ouverture du centre pour des raisons sécuritaires, et d'autres vont au contraire faire valoir le devoir d'accueil, d'hospitalité et le besoin de mettre en place des services dans une ville qui n'est pas du tout préparée à la question, et où en fait au niveau public et associatif, personne n'est vraiment en fait apprêté aux enjeux de l'accueil. Donc un mouvement bénévole va se former en réaction à la fois aux propos hostiles qui sont tenus au sein de la population au niveau politique, et puis aussi pour combler un peu ces lacunes politiques. Et rapidement, plus de 500 bénévoles vont rejoindre le mouvement, avec l'idée que chaque demandeur d'asile soit accompagné par un Tournaisien. Et donc quand vont débarquer les premiers 100 demandeurs d'asile le 1er septembre 2015, il y a autant de Tournaisiens qui sont venus les accueillir. Et c'est via ce mouvement bénévole que la ville va se constituer comme un milieu de réception. Donc ici, je vais revenir en fait un peu sur le rôle des pratiques privées et publiques d'hospitalité face aux épreuves que les demandeurs d'asile et puis les réfugiés vont rencontrer dans leur trajectoire, en revenant sur 3 épreuves majeures et partagées sur base des... Ah oui, donc cette recherche se base sur des récits de vie avec des familles réfugiées, des entretiens avec des acteurs associatifs, des ateliers qui ont été mis en place aussi dans le cadre du parcours d'intégration. Et donc, sur base de tous ces éléments récoltés, en fait, on peut dégager 3 épreuves, il y en a plus, mais je n'ai pas le temps d'en développer d'autres ici, qui sont la familiarisation à l'environnement, l'accès à un logement et faire ses papiers, donc c'est-à-dire la mise en ordre au niveau administratif. Alors d'abord, toutes les personnes rencontrées relèvent l'épreuve que représente l'arrivée dans un environnement inconnu. Le centre de la Croix-Rouge, donc, qui représente le dispositif public de l'hospitalité, fournit les ressources nécessaires à la survie, se laver, se loger, se nourrir. Il est également chargé d'offrir un accompagnement médical qui est souvent considéré comme limité. La qualité hospitalière aussi est souvent critiquée, donc pas d'intimité, mauvaises conditions sanitaires, pas de possibilité de cuisiner. Et en fait, finalement, la seule qualité hospitalière du dispositif public repose au fait qu'il est localisé au centre de cette petite ville, et que donc il est facile pour les personnes qui y sont hébergées de déjà se familiariser à l'environnement et de déjà prendre connaissance de certains services, institutions, etc., dans lesquels ils devront se rendre nécessairement ensuite. Et en fait, l'expérience que les nouveaux venus se font de l'hospitalité de la ville à ce moment-là repose largement sur le fait d'établir des relations avec toute une série de bénévoles qui, eux, vont proposer un soutien au-delà de l'accès aux ressources de base, que ce soit des cours de français, des activités à l'extérieur, des activités avec les enfants, des balades. Et ils vont aussi faire le lien vers vers Tournai Refuge, donc le local du mouvement bénévole, qui est un peu le seul espace à ce moment-là où ils peuvent trouver un accompagnement. Donc dès en fait la première épreuve constitue l'arrivée, la forme privée de l'hospitalité vient compléter la forme publique, et ce sont ces relations avec les bénévoles qui vont s'avérer cruciales au moment de l'obtention du statut pour surmonter les épreuves suivantes, vu que quand le demandeur d'asile obtient son positif, tout s'accélère, vu que dans les 2 à 4 mois il doit trouver un logement, s'inscrire au CPS et faire toute une série de démarches administratives pour lesquelles en fait ils sont peu informés. Alors, deuxième épreuve majeure, c'est l'accès à un logement, qui est considéré comme une des épreuves les plus difficiles, en fait, pour les nouveaux venus. Et donc, à Tournai, le marché locatif public est saturé. Il n'y a pas de logement de transit, en tout cas à l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui ont été créés. Et donc, ils se retrouvent en fait sur le marché locatif privé, où ils affrontent toute une série d'obstacles qui se cumulent souvent, donc discrimination à l'égard des personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale, xénophobie, refus de loi des personnes sans contrat de travail, le prix élevé des loyers, la non-maîtrise de la langue. Et donc, à nouveau, en l'absence d'un service public ou associatif qui aide les personnes à trouver leur premier logement, c'est à nouveau les bénévoles qui vont jouer un rôle essentiel, vu qu'ils vont en fait
agir comme des intermédiaires entre le marché locatif privé et les réfugiés en activant leur réseau de connaissances, vu qu'ils ont pas mal de propriétaires, amis sensibilisés à la cause. Et donc, ils vont comme ça prendre les rendez-vous, les accompagner au rendez-vous, faire les négociations avec les propriétaires et permettre aux réfugiés d'avoir accès à un logement. Troisième épreuve, c'est l'épreuve administrative et la mise en ordre, enfin voilà, faire ses papiers. Et là, à nouveau, en fait, les institutions publiques, en particulier le CPS, les assistants sociaux du CPS, à l'époque, étaient très peu formés aux questions du droit des étrangers. Ils avaient une assez mauvaise connaissance en fait, des procédures, et donc à nouveau, les bénévoles vont jouer un rôle central, vu que c'est eux d'abord qui vont traduire les papiers, qui vont aider à la compréhension, qui vont faire le suivi administratif, qui vont prendre les rendez-vous auprès du CPS. Et on voit que ce rôle va presque être institutionnalisé, vu que le CPS lui-même va renvoyer en fait, ses bénéficiaires vers Tournez Refuge pour l'accès aux informations. Autre chose qui est souvent relevée aussi par les personnes rencontrées, c'est que les travailleurs sociaux informaient peu en fait, les nouveaux venus de leurs droits à certaines ressources, et qu'il faut souvent que ce soit un ami bénévole, un réfugié installé depuis peu mais plus longtemps, qui informe la personne de ses droits pour que celle-ci fasse ensuite la demande auprès du CPS et puisse y accéder. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on peut aussi relever le rôle essentiel des bénévoles dans le suivi scolaire des enfants, dans l'apprentissage du français via une pratique régulière, dans l'accès aux soins médicaux. Par contre, pour l'accès au monde du travail, là, le rôle des bénévoles est assez limité et on voit qu'il y a une grande dépendance à l'égard de l'aide sociale et que les réfugiés sont souvent confinés en fait, au dispositif d'insertion sociale type article 60. Donc voilà, tout ça met en évidence en fait, le rôle clé des bénévoles et de l'hospitalité privée dans un milieu où les formes publiques font défaut. Et je voudrais un peu revenir sur à la fois sur l'ambivalence en fait d'un milieu de réception où dominent ces formes privées. Donc le réfugié est celui à qui on octroie une protection internationale. Si on revient à Robert Castel qui a développé ses propos dans un contexte qui n'est pas du tout lié aux questions migratoires, il propose de considérer la protection comme le socle de ressources et de droits qui permettent à l'individu de devenir membre à part entière de la société où il vit. Et pour lui, les protections sociales supposent le fonctionnement de services publics qui donnent accès à des biens et des ressources, des services qui n'obéissent pas à la logique du marché. Et dans un contexte où les protections sociales garanties par l'État tendent à s'affaiblir, les supports protecteurs, comme ils le disent, tendent à s'individualiser. Ceci est d'autant plus saillant dans le cas des politiques d'asile, qui sont orientées vers des enjeux de contrôle plus que de protection. Et ici, dans cette enquête, on voit qu'en raison de l'absence en fait, d'un acteur institutionnel ou de service public qui accompagne les nouveaux venus, ou d'une association qui endosse à l'époque ce rôle, ce sont les bénévoles qui vont jouer ce rôle de support protecteur. C'est ce que Castel appelle les protections rapprochées qui sont assumées par l'environnement social immédiat. Ces protections rapprochées prennent différents traits, donc elles reposent sur des engagements de proximité. Je m'appuie ici sur Thévenot et la façon dont il décrit le régime du proche. Et donc, ce sont des liens en fait, qui sont inscrits dans le temps, qui sont durables, qui souvent en fait, se transforment en amitié. Donc, les réfugiés parlent de leurs amis belges, les bénévoles parlent des amis grands. Certaines de ces relations sont aussi transformées en relations amoureuses. Et on voit aussi cette personnalisation de plus en plus forte des relations par le déplacement des lieux de rencontre, en fait, au départ des lieux communs associatifs, type le local de Tournez Refuge, vers le privé, le logement du réfugié ou du bénévole. Donc, j'ai suivi des personnes qui sont arrivées en 2015-2016, à l'époque où le réseau associatif institutionnel était si peu développé, que l'accès aux ressources dépendait en fait de ces relations établies avec des bénévoles qui étaient amenés à tout prendre en charge, c'est-à-dire pas seulement l'hébergement, mais l'accompagnement au niveau administratif, les problèmes de santé, parce que les personnes n'étaient pas toujours au courant de leurs droits en fait, l'accès aux soins médicaux, et donc c'est des dentistes solidaires, enfin bref. À nouveau le réseau des bénévoles qui aidait pour les problèmes de santé, aussi pour les procédures juridiques. Et
Aussi, le soutien des bénévoles apparaissait essentiel dans le rapport aux institutions publiques. On voit qu'en fait, pour les réfugiés qui n'avaient pas le soutien d'un bénévole, la relation avec les institutions publiques, avec le CPS, était beaucoup plus compliquée. Et qu'ils font état en fait de toute une série de difficultés qui renvoient à du racisme, à non-accès aux droits, des informations, etc. Donc la forme privée de l'hospitalité ici, elle se révèle comme essentielle pour accéder à certaines ressources, certains droits essentiels pour le nouveau venu, et en même temps elle montre certaines limites qui montrent son caractère ambivalent. Alors certaines de ces limites ont déjà été développées par notamment Fassin sur les ambiguïtés de l'humanitaire, le caractère aléatoire du soutien qui manque au principe de régularité, d'égalité de traitement, de systématicité. Et d'ailleurs, on voit que les réfugiés qu'on a rencontrés considèrent l'accès à certaines ressources comme une chance plutôt que comme un droit. Mais on observe aussi d'autres limites propres à ce type de milieu de réception. Et pour approcher ces limites, je propose de m'appuyer sur les registres de compétences relatifs aux relations de service selon Goffman. Donc pour Goffman, les relations de service impliquent un agent bénéficiaire, un agent prestataire et un problème ou une situation problématique pour laquelle le bénéficiaire sollicite le SOBI. Et ces services donc, sont censés fournir les supports protecteurs essentiels à l'intégration sociale selon Castells. Alors pour Goffman, la relation de service implique d'abord un registre technique qui renvoie en fait à l'expertise des agents prestataires dont le rôle est de transmettre les informations pertinentes aux bénéficiaires pour régler leurs problèmes ou leur situation. Alors du côté des formes publiques, en particulier au niveau des CPS, les nouveaux venus, les acteurs associatifs relèvent le manque de connaissances par rapport aux droits des étrangers, aux procédures qui les attendent, la rétention d'informations. Et les bénévoles, en fait, n'ont pas toujours les compétences et les informations requises pour compenser. Et donc ce manque de ressources techniques peut entraîner un non-recours aux droits, mais aussi dans les formes les plus, dans les situations les plus problématiques, la perte aussi d'autorisation de séjour. Et donc ici, dans notre cas, la défaillance des services publics au plan technique se redouble en fait de l'incapacité des bénévoles à pouvoir compenser. Et les nouveaux venus eux-mêmes réclament en fait une prise en charge publique institutionnelle des enjeux liés à l'accueil, en particulier par rapport à l'accès à l'information. Deuxièmement, la relation de service implique un registre contractuel qui renvoie à la compréhension claire auprès de l'usager de ce qu'il peut attendre de la prestation, des obligations mutuelles et des temporalités. À nouveau ici, en fait, on voit que les nouveaux venus sont maintenus dans le flou administratif par rapport aux services publics. Ils ne comprennent pas quelles sont les prestations et les services auxquels ils ont droit, qui sont fournis par les CPS, ce qui peut entraîner en fait à la fois parfois des attentes au rabais, mais aussi parfois des attentes complètement démesurées sur le rôle des CPS. Et la dimension contractuelle de la relation est complètement absente avec les bénévoles, vu qu'il n'y a pas de cadre prédéfini à la relation, son coût, sa temporalité. Et ici, il faut quand même relever aussi que le contre-don de l'hospitalité privée prend parfois des formes assez viciées, de type des récits d'exploitation ou de harcèlement sexuel. Troisième point, la relation de service engage une relation de face à face entre le bénéficiaire et l'usager qui inclut une dimension civile. Selon Goffman, cette civilité suppose un respect des formes minimales de politesse, le maintien de la distance sociale dans la relation et l'égalité de traitement. On a beaucoup de témoignages en fait qui montrent en fait des manquements à la civilité dans leur contact avec les agents des services publics, qu'ils qualifient de gestes racistes. Et si on se tourne du côté des formes privées de l'hospitalité, elles sont souvent considérées comme civiles. On parle souvent de l'humanitarisme civil ou enfin voilà. On associe souvent la forme privée de l'hospitalité aux pratiques civiles. Or, les pratiques des bénévoles se tiennent à distance de l'ordre des civilités. Vu que l'ordre des civilités, selon Goffman, ça suppose une interaction entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui maintiennent une distance dans la relation. Donc c'est toutes ces règles d'interaction qui prévalent dans les espaces publics, les rassemblements publics, les prestations de services ou certains espaces de travail, différentes sphères de l'existence sociale au sein desquelles se joue aussi
le sentiment d'appartenance à la communauté et l'expérience en fait de l'hospitalité du milieu de réception. Or, les expériences relatées par les nouveaux venus rencontrés portent souvent sur les manquements en fait, à la civilité ordinaire, sur l'épreuve du racisme dans différentes sphères, au niveau vraiment des interactions quotidiennes, au point qu'on peut se demander en fait, si la civilité ne représente pas une troisième forme d'hospitalité. Je crois que j'ai plus de temps. Ok. Donc, pour conclure rapidement, mais donc, la forme privée offre en fait un accompagnement personnalisé sur le temps long, transversal, et qui ne peut pas être remplacé, mais qui ne peut pas prendre non plus la place d'une relation de service qui implique un registre technique, contractuel et de civilité. Et cette relation de service, qui est propre à la forme publique de l'hospitalité, nécessite des relais associatifs et institutionnels qui, dans notre cas d'étude, en tout cas à l'époque sur la période où on s'est intéressé, étaient défaillants et qui sont aujourd'hui en train de se développer. Et donc voilà, c'était juste... je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Quand je vous fais signe, c'est quand on est plus ou moins à 5 minutes, donc vous avez encore bien le temps. Je passe... Oh, alors je fais un petit signe ici, comme ça. Ça va? Je passe tout de suite la parole à Yuri et Thomas. All right, I'm Thomas. I'll start the presentation and then Yuri will continue. It will be in English, as you can hear, but I understand French, so feel free afterwards to pose your questions in French. Before I get started, let me thank the organizers. This is a great event and I'm very happy to be speaking here, especially I see some links with the research on Voix des Sans-Papiers. And everything that's been said about temporality and experiential knowledge. And that's precisely what our paper is about. And before I get started, maybe let's sketch the context a little bit wherein Yuri and me are working. We're both ethnographers. We spent many years in the field researching the sans-papiers movement. Our paths crossed at a certain point. And what we're trying to do now is kind of combine these 10 years that we spent in the movement and zoom out to look beyond the single case study, look beyond like one self-organization and take a bigger picture of the movement and try to understand how experiential knowledge of the sans-papiers, how this experiential knowledge is created, and how it is transferred and how it travels in the Belgian sans-papiers movement. All right, and let me start with an example. And I selected this picture because maybe you can see that this is the slogan, "Dead for Papers Really," and that should transport you back to the summer of 2021 when there was again a big church occupation and hunger strike by USPR. So I'm sure you remember these images of people in the church, of the door being closed and sealed. And of course that resonates with us as a public, not only because we care about the plight of the sans-papiers movement, but also because it strikes a familiar chord. There's been many occupations before, especially at the Beguinage Church, at l'Église Béguinage, because it has a very symbolic meaning for the movement. And so again, after 61 days, the action was stopped, and basically they were accused of being blackmailing the state secretary, and despite promises, it led to little victories. But what's interesting here, I think, is the way wherein this particular struggle is linked with these other struggles that have happened in the past. And that's why we're focusing on collective memory. Collective memory meaning the memory that is shared by a particular community or group, in this case, the sans-papiers. Yeah. Oh yeah, can you use this one?
Now, first let me sketch kind of like the theoretical orientation of this paper. So the most standard explanations of why there is continuities in a movement and discontinuities in a movement refer to political opportunities. However, political opportunities, also for the sans-papiers, and who have to operate in a very hostile context, they have to be interpreted. There's a cultural process going on. So we're inspired by what you could call the cultural turn in social movements and the interest that has emerged in collective memory. And what we know of collective memory is that, linking a present struggle to past struggles, that is a very effective way to sustain continuity over time. For example, the civil rights movement, African American activists who operate today, Black Lives Matter, evoke these images of Martin Luther King, and that helps to sustain continuity. So it creates symbolic links. However, it can also restrain the choices in the repertoires of action. And in the previous presentation by Voix des Sans-Papiers, you were talking about, we're trying to enlarge the repertoire of action. But so there's a tendency of, when there's a collective memory involved, that actually restrain choices. In this case, for example, this formula, hunger strikes and church occupations, can feel like a constraint if people want to do something new in the sans-papiers movement. So, what we argue is that not enough attention is being paid to agents who are involved in collective memory work and the kind of infrastructures that are necessary within a movement to allow collective memory to be built up and transferred. And the second point that we're trying to make is that we not only have to look at how collective memory sustains continuities, but also on discontinuities. I'll explain that in a minute. The second literature that we're borrowing from is the literature on immigrant rights movements, and of course this is the field where both you and me have published in before. We're interested in immigrant agency, trying to understand how this is possible given the precarity of the sans-papiers. And when we look at what exists, what's out there in terms of collective memory and immigrant rights movement, there's not a whole lot there. What is there is the acknowledgement that undocumented struggles and borrow existing repertoires of action from other struggles. For example, marches, strikes have been done before, but labor movement in the American context. You have the gay rights movement, storytelling, coming out strategy. So that's borrowing. Borrowing from, you could call them collective memory at the macro level, right? So everybody knows about these struggles, so you can borrow it, you can use it for your own purposes. The second insight that's useful, I think, and that's from my own work, is that it's not all about collective memory. It's not all about strategic framing in a very rationalistic and instrumental way. That there's also stories being told in a movement. Sometimes ambiguous stories about what worked, what didn't work. And so in that way, experiential knowledge can be used as a tool, a community-based resource for the sans-papiers. And the third insight that we work with is that, the sans-papiers movement has to operate in a certain field. Recall Bourdieu's notion of the field, with certain rules that also kind of constrain what they can do in terms of power relations, but also norms about what is a legitimate action, who has a voice to represent the cause, and so on. So in this literature, many things that we can work with, but again, very little attention to collective memory. And then in terms of the methods, I think we have a unique kind of data set with both of our ethnographies. So I did research at Collectif Sans-Papiers Belgique, afterwards at Collecte Actif, and Yuri was mainly involved in the coordination. And we complemented that with some content analysis from speeches, social media, and so on. Let me elaborate a little bit more, if I still have the time, 1 minute, on a conceptual model. So
we investigate collective memory work, and so this refers to us to, according to us, to these interactive processes whereby activists are gonna instrumentally bring forward the past in a way that it kind of mirrors these past formulations. It relies on memory agents and interfaces, and I've tried to create a little graph here that shows that there actually have to be memory transfers for it to work. A transfer of memory between successive self-organizations, for example. And that's what Yuri is going to explain in a minute. In the literature, it is assumed that these transfers take place, but I think the unique thing about the sans-papier movement is that they have to cope with a hostile context. There's organizational fragility, meaning that there's also a breakdown of organizations. There's leaders who leave the movement. The movement is also sometimes fragmented between different groups, and so that can lead to incomplete memory transfers. And we hypothesize that this can also be a source of discontinuities. And so we try to investigate continuities and discontinuities, meaning the presence or absence of symbolic linkages between the past and the present. And we focus on collective identity, action repertoires, and claims making. And I'm going to pass the word now to Yuri. Merci Thomas. Du coup, moi je vais continuer en français, mais je suis aussi capable de comprendre les questions en anglais. Et l'occasion pour moi de saluer l'initiative des organisateurs et organisatrices de ces 2 journées d'études qui sont vraiment délirantes d'intérêt et je m'y plais beaucoup pourvu que ça dure. Donc je voudrais du coup commencer par le premier collectif de référence dans la lutte de sans-papiers en Belgique. On prend comme point de départ l'UDEP, qui est l'Union de défense des sans-papiers, qui est certainement le collectif qui a laissé le plus de traces dans la littérature et dans les mémoires militantes en Belgique, notamment parce que c'est la première tentative de représenter l'ensemble des migrants en quête de statut que l'UDEP vient subsumer sous ce qualificatif de sans-papiers, sans-papiers comme étant une catégorie abstraite, donc non juridique, mais qui permet d'englober l'ensemble des migrants en quête de statut, indépendamment de leur origine géographique, de leur âge, de leur culture éventuelle. Donc, ce geste-là de subsumer cette cause commune sous le terme de sans-papiers est en fait inspiré des luttes françaises, notamment de la lutte des occupants de Saint-Bernard en 1996, pour lesquels il existe aussi une super longue littérature, mais qui vraiment se sont réappropriés ce terme de sans-papiers pour lutter contre d'autres termes plus stigmatisants, comme celui par exemple de clandestin. Donc l'UDEP, c'est le premier à avoir tenté une représentation à l'échelle du territoire de la Belgique, pas seulement sur Bruxelles, de l'ensemble de ces migrants en quête de statut. Ce cadrage est doublé également par une revendication de l'autonomie. L'UDEP est peut-être un des premiers collectifs à se revendiquer un collectif de sans-papiers, par les sans-papiers, pour les sans-papiers, qui est en fait aussi quelque chose qui a été inspiré alors par d'autres luttes de travailleurs immigrés dans les années 70, mais ici spécifiquement en Belgique et à Bruxelles, par une micro-expérience qui s'est tenue autour de l'occupation de l'ancienne ambassade de Somalie, qui portait le nom de l'ambassade universelle, et c'est la première fois qu'il y a un petit groupe de sans-papiers qui met quelque part à distance les soutiens extérieurs pour essayer de prendre en main celui-là. L'ambassade universelle, c'est une micro-séquence, mais on pourrait y voir les germes de cette réflexion sur le cadrage de l'autonomie des sans-papiers. L'UDEP, c'est aussi une organisation qui a produit une revendication qui était celle de la régularisation de tous les sans-papiers. Donc il y a cet enjeu de représenter de manière exhaustive l'ensemble des migrants en quête de statut. Une revendication qui va petit à petit se formaliser dans une proposition de loi qui date de 2006, la proposition de loi UDEP, qui va en fait tenter d'édicter des critères clairs et permanents de régularisation à inscrire dans la loi de 1980. On est encore dans ces débats-là, mais cette idée-là a quand même été largement inspirée par cette proposition de loi de 2006, la loi UDEP, qui ne sera finalement jamais votée. Donc ça, c'est un peu en termes de discontinuité. En termes de continuité, l'UDEP, en termes de répertoire d'action notamment, performe de manière mimétique 2 répertoires d'action qui sont en fait très répandus. Premièrement, la question de l'occupation des bâtiments publics, avec du coup des occupations qui se font sur ce qu'on appellerait un chantage à la sécession, c'est-à-dire que l'enjeu est d'occuper jusqu'à ce que les autorités répondent aux revendications du mouvement, et c'est seulement à cette condition qu'on arrêtera d'occuper. C'est important pour la suite de mon
de mon exposé. Et le deuxième répertoire d'action, c'est évidemment celui de la grève de la faim, qui apparaît très souvent en fait en queue de comète d'un mouvement de mobilisation, c'est-à-dire après avoir expérimenté d'autres types d'outils militants. Et cette question de la grève de la faim, qui est un des outils sans doute les plus communs dans les luttes des sans-papiers, mais des acteurs précarisés en général, s'inspire également de mouvements antérieurs, notamment de mobilisation de travailleurs immigrés. Si bien que dans la période de l'UDEP, on retrouve dans les archives un petit manuel rédigé par des soutiens à la cause qui viennent expliquer les bonnes et les mauvaises manières de faire la grève de la faim, pas tellement d'un point de vue moral, mais vraiment d'un point de vue de l'efficacité. Et si vous avez l'occasion de tomber sur un bouquin qui se distribue de main à la main dans le milieu militant, qui est un ouvrage de Taoufik Sabek. Taoufik Sabek, c'est un ancien porte-parole de l'UDEP, qui a, après avoir été régularisé, décidé de coucher sur papier son expérience militante. C'est aussi un premier cas. Bon, lui explique la manière dont cette technique de la grève de la faim a également été reprise par les autorités gouvernementales et a été de moins en moins efficace parce que pour de plus en plus de jours de grève de la faim donnait des solutions de plus en plus restreintes. Donc là aussi, il y a un travail de la mémoire des luttes d'une mobilisation à l'autre. Ce qui nous reste finalement de cette période-là, du mouvement de l'UDEP, c'est non seulement le bouquin de Taoufik Sabek, mais également énormément de mémoires d'étudiants et d'étudiantes des universités, notamment parce que la période 2008-2009 a été caractérisée par des campus universitaires qui ont été occupés et par beaucoup de comités de soutien étudiants qui se sont créés. Donc il y a toute une mémoire qui est cachée en fait dans ces mémoires étudiants. Donc je passe très rapidement au deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, c'est Sans-Papiers Belgique. Sans-Papiers Belgique, en fait, il part d'un cas qui est que la régularisation de 2009 a abouti à faire sortir toute une partie des sans-papiers régularisés de la mobilisation. Et donc il y a une véritable rupture entre la période de l'UDEP et la période de Sans-Papiers Belgique. Et par contre, il y a une rupture, mais une rupture qui se fait aussi par discontinuité, c'est-à-dire par une volonté de ne pas refaire les mêmes erreurs que le mouvement précédent. Et c'est notamment la décision très explicite de renoncer au mécanisme de la grève de la faim. Vous avez oui, voilà, vous avez ici la citation que du coup je me permets de ne pas citer. À l'inverse d'un répertoire d'action centré sur la grève de la faim et sur l'occupation de bâtiments publics, il y a vraiment l'enjeu d'expérimenter des nouvelles techniques d'action, des marches de plusieurs jours, des marches européennes, des assemblées générales, des actions symboliques, mais aussi de produire les conditions d'une réelle élite parmi les sans-papiers, et donc pour lesquels on va développer des séminaires de réflexion, des séminaires migration et lutte sociale, dans lesquels interviennent notamment d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, mais aussi explicitement la volonté de produire des dispositifs de mise en mémoire militante de ces luttes-là. Notamment, c'est à ce mouvement-là qu'on doit une des premières chronologies sur le long terme, des années 70 jusqu'aux années 2000, de l'ensemble des mouvements de lutte que la Belgique a traversés. Malheureusement, ce mouvement-là, il n'aboutit pas à une forme de victoire politique, notamment parce que cet enjeu de la mémoire collective interne est miné par une série de facteurs internes, notamment un manque de ressources organisationnelles, un cadrage de l'autonomie qui est tellement rigoureux que finalement elle en vient à repousser hors de ses soutiens une série de soutiens extérieurs, mais également à cause d'une série d'éléments, une série de facteurs externes, notamment d'autres mouvements de lutte qui apparaissent comme concurrents, notamment un mouvement de lutte des 450 Afghans qui en 2013-2014 occupait l'église du Béguinage et qui avait comme ça pendant un temps concentré davantage l'attention médiatique et militante sur la catégorie des réfugiés afghans au détriment peut-être de l'enjeu de la régularisation des sans-papiers, de manière peut-être analogue à ce qu'on a connu en 2015 au moment de l'occupation du parc Maximilien, j'y reviens. Très rapidement, je passe au mouvement suivant, mais on approche vraiment des périodes contemporaines. Le prochain collectif, c'est la collectif de la coordination des sans-papiers, dont plusieurs représentants sont ici dans la salle. Il y a clairement une rupture entre sans-papiers Belgique et coordination des sans-papiers, qui sont notamment des ruptures relationnelles, c'est-à-dire qu'inter-individuellement, il y a quelque chose qui ne passe pas, et il y a une volonté de ne pas faire passer la mémoire d'une mobilisation à l'autre. En revanche, la coordination des sans-papiers va reprendre ce cadrage de la catégorie sans-papiers à son compte, mais elle va essayer de la complexifier en donnant la possibilité en fait à des cadrages plus spécifiques de continuer d'exister dans son organisation collective. En fait, la coordination des sans-papiers, c'est un rassemblement d'une quinzaine de porte-paroles, de collectifs préexistants
qui ont chacun travaillé leur cadrage de manière spécifique. Il y a par exemple un groupe de travailleurs sans papier, il y a un groupe de femmes sans papier, il y a un groupe de latinos sans papier, l'idée étant de parvenir à articuler différents cadrages sans les opposer, en s'inspirant spécifiquement de l'opposition qu'il y avait eu entre sans-papiers belgiques et les 450 Afghans quelques années précédentes. En revanche, au niveau du répertoire d'action, il y a aussi cette idée explicite de ne pas réutiliser la grève de la faim, parce qu'on retrouve notamment dans les témoignages l'idée que d'une certaine efficacité de cette technique de lutte lors de la mobilisation de l'UDEP. En revanche, la technique de l'occupation reprend au moment de la coordination des sans-papiers. Plusieurs des collectifs qui composent la coordination sont encore occupés dans des occupations. On parlait de la voix des sans-papiers tout à l'heure, mais c'est un des exemples. En revanche, on est moins dans des bâtiments publics qu'on occupe à partir de ce chantage à la cessation dont j'expliquais. L'enjeu, au contraire, c'est d'occuper des bâtiments qui servent également d'arrière-base de vie précaire pour des dizaines, parfois des centaines de personnes sans papier. Donc on n'est pas du tout dans ce même rapport de j'occupe jusqu'à avoir des papiers, lorsque j'aurai des papiers, alors je vous rentrerai votre bâtiment public. Ici on est dans les occupations de bâtiments privés, précarisés, et certainement que cette évolution est à mettre aussi sur le dos de l'évolution de la précarité des sans-papiers eux-mêmes, notamment sous le gouvernement MRNVA, qui était un gouvernement qui a été très très dur en matière répressive pour le mouvement des sans-papiers, avec des arrestations de leaders, etc. etc. Je voudrais juste terminer encore une chose. En fait, la coordination a fait aussi un travail d'innovation et d'adaptation, notamment du projet de loi UDEP, puisqu'elle a repris en fait le projet de loi d'UDEP à son compte, mais l'a implémenté avec un gros travail d'enquête, qui sont publiés d'ailleurs sur son site sanspapier.be. Donc, il y aura à travailler, Thomas, cet enjeu de l'innovation-adaptation. Donc on n'est pas que dans des dynamiques de continuité-rupture, on est aussi dans des dynamiques de continuité adaptatrice par rapport à ce qui s'est fait précédemment. En revanche, la coordination explicite dès les premiers jours de sa mise en place l'idée qu'elle ne fera pas de grève de la faim. Et je voudrais juste citer un quote que j'ai dans mes notes. Il y a un mauvais réflexe dans la lutte des sans-papiers. Dès qu'on commence à organiser une mobilisation de sans-papiers, tout le monde parle de grève de la faim. C'est le premier réflexe des sans-papiers. Lutter égale faire la grève de la faim. Mais regardez avec l'UDEP, regardez ce qu'il s'est passé. Des centaines de grévistes, des records de grève. Et tout ça pourquoi ? Pour une régularisation de 2009 qui n'a satisfait personne. C'est une parole d'un camarade qui s'appelle So, qui a été expulsé entre-temps. On pense énormément à lui. Mais c'est lui qui a comme ça explicité dès les premiers jours de la coordination qu'il s'agissait de ne pas tomber dans les travers des mouvements précédents. Alors je sais que je dépasse mon temps, mais je voudrais juste terminer par l'USPR et boucler la boucle. L'USPR, c'est donc ce collectif dont parlait Thomas, qui a grévé pendant l'été 2021. L'USPR, en fait, c'est un collectif qui vient se détacher de la coordination, au moment où la stratégie de la coordination part à l'échec. C'est-à-dire après la campagne électorale de 2019, au moment où l'ANVA est poussée hors du gouvernement fédéral, mais malgré tout le travail militant de la coordination, on n'obtient pas une campagne de régularisation. Et donc, l'USPR, finalement, fait le choix de reprendre à son compte des stratégies d'action précédentes, mais celles qui avaient été explicitement repoussées par la coordination, jugées du coup comme étant un répertoire d'action trop soft. Et donc, l'USPR, il a été marqué par une grosse campagne de grève de la faim, extrêmement dure et extrêmement rigoureuse pour ceux et celles qui s'en souviennent, mais aussi par une série de mutilations corporelles, des gens qui se sont cousus les lèvres, etc. C'était tous des mécanismes qui avaient disparu, en fait, les 5 ou 6 années précédentes, notamment sur base des enseignements précédents. J'avais encore plein d'autres choses à dire, mais je voudrais laisser Thomas conclure rapidement. I know we're out of time, so try to keep it very short. So I think our research shows that collective memory work helps explain these continuities and discontinuities in the Belgian sans-papier movement, and that when these transfers of collective memory happen between organizations, they tend to sustain these continuities, so that kind of confirms what we read in the literature. But they can also inform discontinuities when organizations really decide to take a different path based on these mistakes made in the past.
And even when these transfers occur, there's always still the chance that they're contested, that some of these collective memory transfers by one organization are contested by a rivaling group. That's what Yuri just explained. When these transfers, collective memory transfers within a movement fail to occur, then this accumulated practical and experiential knowledge tends to get lost. And that should be a worry, I think. Not only for, from a scholarly standpoint, but also from the standpoint of the movement. And there's a role, we talked about the role that researchers can play, and maybe you saw it on the slides as well, and I know Yuri has really played an important role in the movement in that respect, but that's something that we as researchers can also help to do, try to create some continuity in these collective memory transfers. And then when they fail to occur, there's also this risk of cyclical patterns that we talked about. My final slide. So I think that what we also show is that collective memory work requires actors and certain organizational infrastructures to be in place. That movement elites and leaders can operate as agents. That also selectively push certain interpretations of the past to others. And of course, that's a hierarchical process, and there's power relations in place. And so people might also contest that. And that self-organizations can also become memory interfaces by transferring knowledge. And that's why it's so important that collectives like Voix des Sans-Papiers survive as well. We talked about that before. Last 2 points. There's a risk of collective amnesia, a risk of collective memory loss, and we should take that seriously. So that when leaders are arrested by the state and deported, that this knowledge doesn't get lost, or when a certain collective loses hope and gets experiences competition from another collective, that there's still memory transfers occurring. And I think a final point, I think what we need to know more about, we talked a lot about collective memory within the movement, so it's a very meso-level story. But of course, the state also has a memory, institutional memory. They have bureaucrats, they tend to stay longer in place than the typical self-organization. They also learn from past struggles and how it played out, and whether they consider it to be a loss or a victory, and they adapt their strategy. I think that's also in part what you see happening now in the ways that the state responds to these hunger strikes, for example. So that's something that needs to be researched more. And sorry for going over time. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour l'organisation de ces 2 journées. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir être présent hier, malgré tous les bons feedbacks que j'ai eus. Aujourd'hui, je vais ça va le son comme ça? Oui. Je vais parler pas que uniquement en mon nom. Normalement, Andrea aurait dû être avec nous, mais il n'a pas de possibilité d'être là. Je vais aussi parler au nom de Giulia Erto, qui a travaillé avec nous deux sur la publication et l'écriture d'un livre qui s'appelle « Héberger les exilés », qui est là-bas, on vend juste là en primeur, et qui sera dans les librairies dans les semaines qui arrivent, mais donc vous pouvez déjà en primeur le prendre ici. La présentation d'aujourd'hui qu'on a intitulée « Frontières et usage des solidarités, de la criminalisation de l'hébergement à sa sous-traitance étatique auprès des citoyens », reprend un certain nombre d'idées ou de points qu'on aimerait soulever dans ce livre-là. Bien évidemment, j'ai dû me restreindre un petit peu dans tous les mouvements et tous les gestes qu'on veut donner dans ce livre-là. Je vais évidemment reprendre aussi pas mal d'éléments contextuels qui ont probablement été abordés hier et un petit peu aussi dans la matinée et aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui nous semblait être intéressant. Donc on s'est focalisé sur la question de l'hébergement, donc en tant que mode d'action à part entière, mais aussi comme une porte d'entrée pour réfléchir de manière plus large sur la question des politiques d'accueil et de la décharge, déresponsabilisation de l'État à un certain moment, et aussi la place du citoyen dans celle-ci, un peu en écho avec ce
avec ce qui a été dit dans les présentations tout à l'heure. Pour ce faire, il y a deux éléments que j'aimerais aborder. Il y a premièrement les contextes institutionnels, les contextes sociaux et politiques qui encadrent l'émergence de ces modes d'action-là, qu'est l'hébergement citoyen, et dans un deuxième temps aussi aborder, et c'est pas tout à fait, c'est assez lié en fait, la question du profil des personnes qui hébergent, donc des hébergeurs et des hébergeuses et des hébergeurs. En s'intéressant à la fois à la disposition, donc aux caractéristiques sociodémographiques de ces personnes-là, mais pas uniquement, en s'intéressant un peu dans la même veine que Siméon, en dépassant les dispositions pour s'intéresser aux motivations de ces personnes. Donc, traiter la question de qui ils sont, c'est aussi traiter la question de pourquoi est-ce qu'ils sont là, et pourquoi est-ce qu'ils font cet acte fort d'ouvrir leur foyer à autrui. Et pour ce faire, il y a deux moments clés qui nous semblent importants. On les aborde relativement en détail dans le livre. Le premier moment clé, je pense qu'une grande partie d'entre vous le connaissent, on l'a déjà un petit peu abordé, mais je pense que c'est important pour le mouvement et les virages qu'il y a eu ces dernières années de l'aborder quand même. Je vais passer les détails, mais donc en 2017, il y a une présence accrue d'exilés a priori en transit sur le territoire bruxellois, mais plus largement aussi sur le territoire belge, suite au démantèlement de camps, notamment suite au démantèlement de camps dans le nord de la France. Des individus, des personnes qui vont s'installer dans des espaces géographiques bien circonscrits, notamment le parc et la gare du Nord à Bruxelles, posant toute une série d'enjeux auxquels les pouvoirs publics et singulièrement le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration de l'époque, Theo van Kruijn, décident en fait de faire un choix politique qu'on va qualifier de sécuritaire et non un choix d'accueil et d'orientation tel qu'a été la revendication du milieu associatif à ce moment-là, mais un choix sécuritaire qui se manifeste par des actions policières. Et pour reprendre les termes qu'il utilise, volonté de nettoyer les lieux, ou en tout cas de déloger les personnes sur place. Suite à ces actions policières-là, la plateforme citoyenne se remobilise, donc on est à ce moment-là en automne 2017, pour mobiliser justement des citoyens et des citoyennes et mettre à l'abri, donner un refuge à ces personnes qui sont victimes de ces politiques sécuritaires. Mouvement qui prendra rapidement une ampleur inédite et même inespérée, que ce soit pour le mouvement associatif, mais aussi pour les organisateurs de cette plateforme. Mouvement aussi et mode d'action qui va faire l'objet non seulement de formes de dissuasion, voire même de criminalisation de la part des appareils d'État. Je ne viendrai pas dans les détails, mais donc on a beaucoup parlé des projets de loi, notamment de visites domiciliaires, qui avait vraiment pour but une forme de dissuasion de cette action et de ces modes d'agir, et la criminalisation autour notamment des procès des personnes hébergeuses et hébergées. Je ne reviens pas en détail là-dessus, mais ça me permet de passer à un autre moment qui marque en fait un virage assez drastique sur cette question de la place que peut prendre cet agir-là qui est l'hébergement citoyen. On se situe là maintenant en fin février 2022, avec un secrétaire d'État, Sami Madi, qui décide le 27, qui s'exprime dans la presse le 27 février en disant qu'il y a un devoir moral d'hospitalité envers les ressortissants et ressortissantes ukrainiennes qui arrivent sur le territoire belge, mais aussi sur le territoire européen de manière plus large, et que ce devoir d'hospitalité ou peut en tout cas, et une invitation est faite le lendemain sur les réseaux sociaux, à travers une campagne de mobilisation qui prend la forme d'un hashtag #PlekVrij, #place libre. Donc en fait, on ne va pas vous dissuader de le faire, mieux que ça, on va vous inciter même à ouvrir vos portes pour accueillir les ressortissants et ressortissantes ukrainiennes. Détail qui n'en est pas un, concomitamment à cette période-là, en fait, on est embourbé de manière
on est embourbé dans une crise de l'accueil, il y a une saturation de l'ensemble du système d'accueil des demandeurs de protection internationale. Et donc en fait illustre certainement l'incapacité en tout cas de l'État à pouvoir non seulement gérer les demandes auxquelles il est légalement contraint, mais aussi à cette urgence de l'arrivée de ressortissants ukrainiens et ukrainiennes. Donc on voit à quel point on passe d'une dissuasion, voire une criminalisation, à une incitation sur un même mode d'action, qu'est cet agir d'ouvrir sa porte pour héberger des autrui. Nous, notre question par rapport à ça, c'était aussi de s'interroger sur qui sont ces hébergeurs et hébergeuses. Et je l'ai dit, hein, donc non seulement en termes de disposition, mais aussi en termes de motivation. Ces dispositions-là, je pense que donc il y a un des facteurs assez, peut-être juste sur le matériel empirique sur lequel on se base, c'est à la fois une enquête assez de long terme auprès de la plateforme citoyenne qui a impliqué des entretiens semi-directifs avec des acteurs clés, des hébergés, des hébergeurs et des hébergeuses, mais aussi des enquêtes plus quantitatives qui ont été menées à la fois dans le contexte ukrainien et dans le contexte de la plateforme citoyenne. Donc cette question de qui sont ces hébergeurs et hébergeuses, c'est une question en fait, qui revient relativement souvent, même quand on a des contacts avec la presse, on nous demande toujours mais qui sont ces personnes qui vont jusqu'à faire cet acte-là d'ouvrir leurs portes. La première réponse qu'on donne et qui est assez flagrante, c'est cette question de la diversité en fait, des profils. Il y a une énorme diversité. En fait, ce qui est le plus marquant, c'est que c'est souvent des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est dans le milieu associatif où on traite de la question de la migration. C'est des personnes qui viennent et pour qui la question de l'hébergement est une voie d'entrée dans un engagement sur la question migratoire. Cela étant, on remarque quand même quelques profils majoritaires, à savoir des profils notamment majoritairement féminins par exemple, ou ayant un secteur d'activité qui est autour du care ou de l'associatif. Cela étant, ça reste, même si c'est une majorité, on est quand même frappé par une forme de diversité. Et c'est le cas à la fois pour la question de la plateforme citoyenne, mais également pour la question de l'hébergement dans le contexte ukrainien. Donc l'idée dans cette comparaison-là, c'est de voir aussi les similitudes. Et un effet assez notable de ces similitudes-là, c'est la place que prend le devoir moral. La place que prend la question du choc moral, pour reprendre un peu les termes de Jasper, sur la perception de la vulnérabilité de la personne en face de moi, de cet exilé, cette perception de la vulnérabilité ou de la vulnérabilisation. Je vous en avais discuté, on m'a raconté hier, de cette question à la fois de vulnérabilité perçue et de vulnérabilisation, qui est assez marquée, je trouve, dans les extraits qui sont là, où à la fois la question de la vulnérabilité perçue du contexte des exilés ukrainiens et ukrainiennes, qui est exacerbée par la question de la féminisation de cette mobilité ukrainienne. On parle beaucoup de la question des femmes, mais de manière plus générale, en fait, il y a une féminisation du mouvement et de cette mobilité-là, qui exacerbe la perception de la vulnérabilité. Et dans le cas de la plateforme citoyenne, c'est vraiment cette idée de la vulnérabilisation, alors là, des publics exilés. Vient avec cette question d'un agir compassionnel face à la vulnérabilité perçue, et vraiment l'expression de ce que Didier Fassin dit, c'est cette raison humanitaire, quoi. Cette porte d'entrée, c'est cette raison humanitaire. C'est le fait de devoir absolument, d'un point de vue moral, ouvrir ma porte pour répondre à un corps souffrant qui est en face de moi. Et c'est ma réponse qui est très spontanée, voire émotionnelle. On parle donc d'un agir compassionnel. Ce qui est beaucoup plus singulier dans la question de la plateforme citoyenne et de ce qu'on veut montrer, en tout cas dans le livre et là aujourd'hui avec vous, ce que j'aimerais bien aborder, c'est la question de la politisation de cet acte-là pour les personnes qui se sont engagées dans ce mouvement. Cette politisation-là, elle est liée à deux dimensions pour nous de
de l'hébergement citoyen. Il y a une dimension qui est politique ou collective, qui est assez forte, donc la plateforme citoyenne ou le fait de s'ancrer dans un mouvement social qui même si elle se revendique comme apolitique, dans une forme de contestation concernant cette vulnérabilisation des exilés, mais également sur ce fait de non-responsabilisation de l'appareil d'État sur l'accueil. Et un autre aspect qui, moi, en tant que psychologue social, m'intéresse aussi profondément dans cet agir-là, c'est la question de la rencontre. C'est la rencontre entre un agent humanitaire et une personne a priori dans le besoin pour lequel l'agent humanitaire va répondre à ce besoin-là. Donc la représentation initiale que l'individu va avoir à savoir qu'il répond à une personne, à un autrui dans le besoin, et au fur et à mesure de la rencontre, et là je reprends aussi un petit peu un article que Martin avait écrit sur cette question de la rencontre comme facteur de politisation des actes. Robin avait aussi écrit sur le humanitarian subversion, etc. Donc ça, c'est vraiment dans cette perspective où à la fois l'humanitaire va rentrer et va inclure une question politique de par la structuration même du mouvement social, mais aussi de par cette dimension très intime et très interrelationnelle entre un agent humanitaire et l'exilé qui rentre dans son foyer. Cette rencontre-là, elle passe aussi par l'ouverture d'enjeux de réciprocité. Bon, j'ai pas le temps d'aller beaucoup plus en détail là-dessus, mais je trouve que ça ouvre en fait énormément, et ça a été pointé aussi sur la question de l'ancrage local et intime, de toute l'ambiguïté que peut avoir une relation qui se forge autour d'une question humanitaire à la base. Et toutes les asymétries qui sont inhérentes en fait entre quelqu'un qui a les ressources et l'autre qui en a probablement un petit peu moins, ou en tout cas qui n'est pas dans la capacité dans un premier temps de pouvoir rendre exactement ce qui a été donné. Et cette question du don contre don est en fait un enjeu assez central qui, au fur et à mesure de la relation, pousse les individus à s'ajuster et aussi à une modification de la représentation de cet autre exilé, non plus comme juste un individu dans le besoin, mais à un moment un individu dans le droit. Et donc à une représentation, à une forme de virage de ces représentations-là comme un individu de droit sur lequel ma mobilisation peut aussi s'articuler. Je trouve que cet extrait d'entretien-là le montre bien. C'est un coordinateur de la plateforme qui, dans un entretien avec moi, qui a fait, ça vaut la peine de vous le lire, parce qu'il reprend vraiment cette idée-là de la fois de la question humanitaire, du corps souffrant, etc. Et puis dans un autre temps, cette question politique. Ce sont des personnes, en parlant des hébergeurs et hébergeuses, ce sont des personnes conscientes, conscientisées, c'est ça. Moi, quand je parle de la vocation du projet, quand les autres se plaignent en disant que le froid mobilise plus que la politique migratoire, je dis qu'importe, que ce soit le froid, la couleur des cheveux, on s'en fout. C'est pas important ce qui t'a poussé à passer à l'acte. Une fois que tu es passé à l'acte, tu es mordu. Et tout cela, ce sont des personnes conscientes qui vont continuer à parler, à partager avec les autres dans leur interaction avec la société, et donc changer la société en partie. Et donc dans cet extrait d'entretien-là, on voit absolument comment s'articule cette question politique et cette question humanitaire qui selon nous, se joue à la fois à un niveau collectif et à un niveau très intime qui est lié à la spécificité de cet agir-là qu'est l'hébergement citoyen. Et donc je voulais aussi, je pense qu'il me reste une petite minute, terminer sur aussi cette distinction-là. Bon, il y a d'autres caractéristiques dans les registres d'action qui sont plus spécifiques. Par exemple, à la question de l'hébergement d'Ukrainiens, on a beaucoup parlé de cette perception d'appartenir à une communauté imaginaire qui est européenne et qui serait en fait le moteur de l'action de ces individus-là. Dans nos entretiens, c'est sûr que ça apparaît, mais de manière beaucoup plus relativement bien moindre que cette question d'un devoir moral à devoir agir. C'est assez intéressant aussi parce qu'il y a un autre aspect que j'aborde pas, mais qu'on aborde dans le livre, qui est la temporalité de l'action d'hébergement, ce qui est pas négligeable. Donc ouvrir sa porte un jour, ok, une semaine, ok, mais en fait, qu'est-ce qui se passe aussi dans le quotidien et dans le foyer une fois que les semaines passent et que je suis confronté comme non professionnel
à l'expérience de l'exil, sur lequel je suis naïf ou naïve. Et ça, c'est aussi dans cet registre très intime et très interrelationnel que se jouent des enjeux de continuité ou non de l'agir de l'hébergement. On a voulu aussi mettre en évidence avec Andrea et Julia cette idée que les hébergeurs d'exilés en transit sont des citoyens dans le cadre de la plateforme, sont des citoyens activistes, hein, faisant des actes de citoyenneté, pour reprendre un petit peu les conceptions d'Isine, qui confèrent, en fait, c'est confèrent collectivement, construisent avec l'aide de la plateforme des actions innovantes sur des scènes nouvelles, en contestant des politiques migratoires existantes et en tentant de les faire changer. Donc à l'inverse, et sans déprécier en fait les valeurs de leurs actions, hein, les hébergeurs et les hébergés d'exilés ukrainiens et ukrainiennes sont des citoyens actifs qui pratiquent en fait l'hébergement citoyen sous-traité dès lors qu'ils s'inscrivent dans un cadre qui est prescrit par les autorités publiques, hein, financé directement ou indirectement par les pouvoirs publics. Donc c'est parce qu'on est vraiment sur base de quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose qui est construit par l'appareil d'État, alors que les autres, ils inventent des nouvelles scènes sur lesquelles ils vont pratiquer et ils vont articuler leur action d'hospitalité. Donc sur cette distinction-là nous semble aussi pertinente. Je vais m'arrêter sur tout ça. Voilà, je passe alors à la dernière intervention de Cécile. Merci. Super, merci beaucoup. Alors pour ma part, je vais proposer un éclairage discursif sur ces mobilisations et vous présenter les principaux résultats de mon travail de thèse. Donc moi je me situe en analyse de discours et en particulier en sémantique discursive. Et je me suis intéressée à la manière dont les acteurs militants nomment les personnes en migration et quels sont finalement les mécanismes discursifs de contestation ou de reproduction des multiples catégories utilisées pour référer à ces personnes dans les discours. Alors, d'un point de vue discursif, les différentes dénominations utilisées pour référer aux différentes catégories de migrants, et là je vais un peu enfoncer des portes ouvertes comme on dit, sont le résultat de l'interaction de différents champs de production. Donc ces dénominations, elles sont en effet pas toutes issues du même type de discours. Certaines dénominations comme réfugiés ou demandeurs d'asile sont issues de discours juridiques ou administratifs, alors que d'autres sont produites par le discours académique ou politique. Et lorsque ces dénominations, elles vont sortir du discours où elles sont produites, lorsqu'elles vont être utilisées dans le discours politique, médiatique ou le discours courant, ces dénominations, elles vont avoir tendance à changer de sens au fil des usages, à se charger d'autres sens, de multiples connotations positives, négatives. Par exemple, la dénomination réfugié ne va pas avoir le même sens dans le discours d'un juriste qui entend par là le statut de réfugié reconnu tel que défini par la Convention de Genève, que dans le discours médiatique ou militant, où réfugié peut faire référence à toutes les personnes ayant fui leur pays, même si elles n'ont pas encore été reconnues juridiquement comme telles. Et donc, parce que ces dénominations n'ont pas le même sens en fonction du locuteur et du contexte, on constate que ces dénominations sont en réalité constamment négociées entre les acteurs sociaux qui vont promouvoir certains usages et certains sens, plutôt que d'autres, et tenter par là de faire valoir leur propre vision du phénomène migratoire. Et donc les dénominations, en ce sens, elles comportent une dimension argumentative. Nommer, c'est non seulement catégoriser, mais c'est aussi prendre position à l'égard de la personne qu'on nomme, et ça en dit finalement plus sur le locuteur que sur la personne nommée. Et donc c'est ce qu'illustre cet article d'Al Jazeera paru en août 2015, qui est devenu un cas d'école en analyse de discours, où le journaliste Barry Malone déclare qu'il n'utilisera plus le terme migrant, mais bien réfugié, pour désigner les personnes qui traversent la Méditerranée, activant ici non pas son sens de statut juridique, mais son sens courant, afin de plaider pour leur accueil inconditionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intervention, elle va provoquer une réaction en chaîne dans les médias d'information européens, qui vont publier des articles sur la question de l'usage des mots et de leur implication sociale des semaines, voire des mois après.
Et donc, en filigrane de ce débat lexico-sémantique, l'intervention du journaliste amène finalement à la question de l'accueil et amène toutes ces éditions, à se positionner sur l'accueil. Or, c'est un peu vite, si l'intervention du journaliste d'Al Jazeera se veut militante, nombreux académiques vont pourtant souligner le fait qu'elle va reproduire la distinction entre le réfugié légitime et le migrant illégitime, sans remettre finalement en cause l'opération de hiérarchisation derrière ces catégories qui fait que le premier est plus légitime que le second. Un an plus tard, le HCR se positionne à son tour par rapport au sens et à l'usage des mots ici réfugiés et migrants et va insister sur l'importance de la distinction entre ces deux termes avec comme argument principal le fait que utiliser migrants comme hyperonyme, donc qui inclurait également les réfugiés, reviendrait à affaiblir le droit de ces derniers. Et donc l'institution, elle va défendre une acception qu'on dit exclusiviste de la dénomination de migrants, qui n'inclurait pas les réfugiés, par opposition à un sens inclusiviste, selon lesquels les réfugiés seraient aussi donc, inclus dans cette dénomination de migrants. Et donc ce qui illustre ces deux exemples, c'est que non seulement le choix des mots, mais aussi leur sens font l'objet de luttes constantes dans l'espace politique et médiatique, et que ces mots, ainsi que les métadiscours qui les accompagnent, faut-il choisir une dénomination plutôt que l'autre, etc., donnent à voir la manière dont les locuteurs vont construire, reproduire, contester, négocier la manière dont on nomme les personnes en migration et tente, ce faisant, d'influencer les représentations collectives à leur égard et les mesures à prendre à leur égard. Alors le discours militant, il n'est lui-même pas en reste, comme on peut le voir ici dans ces deux exemples, où on constate que ces associations s'interrogent sur les enjeux des différents mots utilisés et vont jusqu'à recommander une série de termes de définition à utiliser. Donc on a souvent ce lexique dans les associations qui vise à fixer toute une série d'usages et la définition qui y serait accolée. Et donc partant de ce constat d'une attitude à la fois critique et normative à l'égard des dénominations de personnes, ma recherche poursuit dès le début un double objectif. D'une part, je cherche à décrire les enjeux de la dénomination dans le discours des acteurs militants, donc à voir ces mécanismes discursifs par lesquels les acteurs luttent avec les mots, et en particulier avec les mots utilisés pour désigner les personnes, donc quelle dénomination est-ce qu'ils utilisent, mais aussi quel sens est-ce qu'ils donnent à ces dénominations en discours, finalement est-ce que ces usages vont varier d'un acteur à l'autre, etc. Et d'autre part, je cherche à décrire la manière dont ces acteurs vont commenter et prescrire les usages. Donc en m'intéressant à ce deuxième observable que sont les métadiscours sur ces dénominations. Donc comment est-ce que les acteurs vont justifier l'emploi d'un usage plutôt qu'un autre et dans quelle stratégie de communication ces recommandations, ces métadiscours s'inscrivent-elles. Et donc je m'intéresse à la fois à la nomination des personnes, mais également à la réflexivité politique et langagière des acteurs qui les nomment à la lutte menée par et sur le langage. Pour ce faire, l'analyse va prendre pour corpus un discours numérique des acteurs de la cause des migrants dans le contexte particulier de la Belgique, à savoir un corpus de publications Facebook et de pages web comme autant de traces de cette construction discursive des causes. Voilà. Alors voilà les 6 acteurs, sans trop m'attarder sur le choix des acteurs, vu qu'on a déjà beaucoup vu le contexte dans lequel s'insère la mobilisation. Ici, l'idée, c'était de prendre les acteurs les plus centraux, mais vu que mon corpus est principalement un corpus de publication Facebook, ce sont, dans ce sens, les plus partagés sur Facebook. Donc on peut considérer à ce titre comme les plus centraux dans la construction discursive de la cause, tout en tenant finalement compte de l'hétérogénéité de la scène militante belge et de ses spécificités. Et donc j'ai sélectionné à la fois des acteurs néerlandophones, francophones et présentant différents degrés d'institutionnalisation, comme vous pouvez les voir ici. Alors, ces acteurs, j'ai, comme je l'ai dit, rassemblé donc, toutes leurs publications Facebook sur la période de 2014 à 2018, ainsi que toutes les pages de leur site web officiel disponibles à la date de la collecte, ce qui fait quand même un corpus conséquent, puisqu'on a près de 9000 publications Facebook et 2000 pages web.
qui ont été traitées du coup à l'aide d'un logiciel de textométrie qui va me permettre donc non seulement d'identifier et de compter toutes les dénominations utilisées, mais également d'utiliser toute une série d'informations statistiques sur les mots avec lesquels ces dénominations sont utilisées afin de déterminer leur sens discursif, donc ce sens qu'ils prennent en discours à travers leurs usages. Ce logiciel me permet également de venir identifier plus facilement autour de chaque dénomination les éventuels métadiscours dont ces dénominations seraient accompagnées. Alors cette analyse donc quantitative, elle a été complétée par des entretiens menés avec porte-parole et chargés de communication, mais, et ça va en surprendre plus d'un ici, il s'agit là, dans ma discipline, je dirais d'un geste interprétatif qui est plutôt rare, puisqu'on se cantonne en général à étudier toutes ces dénominations sur les traces linguistiques écrites et non pas orales. Voilà. Et enfin, le troisième geste de l'analyse, même si je ne vais pas prendre le temps de le détailler ici, ça a été un gros travail de recherche documentaire bibliographique pour finalement recontextualiser ces choix de dénomination et les métadiscours qui les accompagnent. Et donc concrètement, l'idée générale de ma recherche, c'était de comparer d'une part les répertoires de dénominations utilisés par chacun des acteurs, et d'autre part, la mesure dans laquelle ces dénominations sont le résultat d'une réflexion stratégique en amont sur le choix des mots, à la fois à l'aide des métadiscours que je retrouvais dans le corpus et à l'aide des entretiens, voir dans quelle mesure les mots étaient réfléchis en amont, s'il y avait des discussions autour d'une ligne éditoriale, etc., au niveau du choix des dénominations. Ces résultats, ils ont été comparés en fonction donc, du degré d'institutionnalisation des acteurs et de leur communauté linguistique. Alors, l'idée, ça a d'abord été de comprendre si et de quelle manière le choix des dénominations de personnes s'inscrivait dans la stratégie de communication de ces différents acteurs. Et donc, à cet égard, j'ai pu constater deux choses. C'est que d'une part, donc, dû au contexte particulier de la Belgique où la scène militante est plutôt divisée, disons, est clivée par un clivage linguistique qui fait qu'on a plutôt deux scènes militantes. Ces deux scènes militantes, au nord et au sud du pays, sont en réalité prises dans deux espaces du disciple différents. Ça veut dire que, comme l'ont rapporté les différents chargés de communication, on ne peut pas y dire la même chose, que certaines revendications portées du côté francophone sont inaudibles du côté néerlandophone en raison du climat politique plus crispé, plus polarisé. C'est ce qu'a notamment illustré l'exemple de l'usage du terme régularisation, qui ne peut pas être entendu par l'opinion publique flamande. Ce qui est intéressant, c'est que ces contraintes qui pèsent sur ce qui est dissible ou non vont amener en retour les acteurs néerlandophones à s'interroger sur d'autres manières de formuler les revendications des collectifs sans papier, sans utiliser ce mot régularisation, puisqu'ils étaient occupés, me disait-il à l'époque, de collaborer avec les collectifs sans papier sur la traduction de leurs revendications en d'autres, sans jamais utiliser donc ce mot régularisation. Suggérant finalement que l'augmentation des contraintes sur cet espace du disciple, sur ce que l'on peut dire ou non, mène les acteurs à développer une réflexivité langagière autour de la manière dont quand même faire passer ces revendications. D'autre part, j'ai pu identifier deux idéologies langagières qui vont guider le choix des dénominations. Et donc on a d'une part l'idée que les bons mots à utiliser sont ceux du discours spécialisé, du discours juridique, avec un sens précis qui serait le sens juridique. Et en même temps, les acteurs ont bien conscience de la logique de hiérarchisation derrière ces catégories, ce qui se traduit par de nombreux métadiscours où l'on peut sentir véritablement une tension entre la nécessité d'utiliser ces catégories au sens juridique et la volonté de ne pas reproduire l'opération de hiérarchisation qu'opèrent ces catégories, comme l'illustre l'exemple suivant que je vais vous lire parce que je ne l'ai pas mis sur mes slides, donc tiré d'un post du CIRE en 2015, qui fait directement écho au débat lexico-sémantique sur les dénominations migrants-réfugiés, je vous lis. Donc la distinction entre migrants et réfugiés fait sens au regard de la législation internationale. Nous devons cependant prendre garde à ne pas éroder le concept de protection des réfugiés.
Mais si cette distinction est faite pour exclure, elle échoue à rendre compte des décisions complexes prises par les gens se lançant dans un voyage dangereux. Et donc, cette tension qu'on a avec cette idéologie langagière spécialisée se ressent, car dans certains contextes, tous ces acteurs vont donc essayer d'éviter d'utiliser ces catégories et de promouvoir finalement des dénominations alternatives qui permettent d'y inclure tous les migrants, quel que soit leur titre de séjour. Et donc ce choix de dénominations dites alternatives sont guidés par une deuxième idéologie langagière identifiée, l'idéologie langagière inclusive. Ensuite, à l'aide du logiciel de textométrie, donc j'ai pu relever et quantifier toutes les différentes dénominations utilisées pour nommer les personnes, me permettant donc de dresser ces répertoires lexicaux, et également d'identifier les différents sens qui sont activés en discours. Donc on appelle ça un programme de sens, puisqu'il s'agit non pas des sèmes lexicaux du mot, mais des différents sens dont vont se charger finalement toutes ces dénominations au fur et à mesure de leurs usages. Et donc la comparaison de ces répertoires lexicaux et des programmes de sens identifiés pour chaque acteur permet 3 observations. D'une part, on constate d'abord que dans les différents répertoires lexicaux utilisés, on observe des différences de dénomination, des spécificités en fonction du degré d'institutionnalisation. Et donc on a d'une part le CIRE, Lingenware, qui est dans une moindre mesure Orbit, qui vont utiliser de nombreuses dénominations juridico-administratives. Donc elles utilisent non seulement réfugiés, demandeurs d'asile, qui sont par ailleurs utilisés par tous les acteurs, mais dont elles activent ici exclusivement le sens juridique, contrairement au collectif de sans-papiers et au collectif citoyen pour lequel le sens de ces dénominations va osciller entre le sens juridique d'une part, mais également le sens courant en fonction du contexte. Et de plus, ces associations vont utiliser toute une autre série de dénominations spécialisées du type ressortissants de pays tiers, primo-arrivants, bénéficiaires de la protection subsidiaire, résidents de longue durée, travailleurs hautement qualifiés, etc. Et donc ces dénominations sont toutes issues du cadre législatif qui gère l'immigration en Belgique. Et lorsqu'on regarde le contexte dans lequel ces dénominations sont utilisées, on constate que les associations les utilisent finalement dans le cadre d'un usage militant du droit. D'autre part, les collectifs de sans-papiers ainsi que le collectif citoyen utilisent des dénominations alternatives qui vont cette fois-ci répondre à des enjeux spécifiques à leur mobilisation respective. Donc dans le sous-corpus des collectifs sans-papiers, typiquement, c'est le cas de la dénomination sans-papiers, comme nous l'a expliqué Yuri tout de suite, mais aussi camarades directement hérités de ce discours syndical, amis ou encore membres, qui va jouer donc ce rôle dans la construction discursive de représentation d'un sort commun qui permet de dépasser finalement la fragmentation, de déjouer les tensions internes entre différents statuts, pour émerger entre différents statuts. Et dans le sous-corpus de la plateforme, on a des dénominations spécifiques qui émergent, telles que hébergés, mais aussi invités, amis, habitués, qui sont utilisés dans le cadre de l'hébergement auprès des citoyens, et qui insistent ici sur la relation que tissent hébergeurs et hébergés. Par ailleurs, comme on l'a dit, comme je viens de le dire, le sens des dénominations réfugiés et demandeurs d'asile dans le corpus de ces différents acteurs aussi ici, contrairement aux acteurs plus institutionnalisés, entre le programme de sens juridique et le programme de sens courant. Une deuxième observation, c'est l'usage généralisé de ce qu'on appelle des noms généraux humains, donc qui sont ces noms tels que personne, enfant, homme, femme, jeune, être humain, etc. Et donc lorsqu'on analyse les occurrences en contexte de ces noms généraux humains, on constate que ces usages répondent à une tentative de réhumaniser les personnes derrière les catégories, et ce, dans le discours de tous les acteurs étudiés. Je ne vais pas tous vous les lire, mais on a ici des exemples de chaque corpus où on peut lire « ce sont des personnes, pas des dossiers »,« personne ne veut de migrants ni sur son territoire, ni dans sa commune, ni dans son pays »,« personne sauf nous, parce que nous savons qu'un migrant est avant tout un homme, une femme, un enfant, etc. » Et donc, dans tous ces exemples, les différents acteurs tentent de dépasser les catégories de la migration et de recatégoriser les personnes en mouvement selon une humanité partagée. Donc on retrouve ici cette idéologie inclusive qui est en réalité présente dans le discours de tous les acteurs et témoigne finalement qu'ils font tous preuve de cette réflexivité à l'égard de la manière de nommer les personnes. Ce qui nous amène à
notre troisième et dernière observation, qui est que le fait que cette réflexivité langagière, quand bien même elle est commune à tous les acteurs, elle semble faire l'objet d'un travail politique plus important du côté des acteurs néerlandophones. Dans le corpus, on observe en effet que Orbit et Vluchtelingenwerk font de la nomination l'objet central de certaines campagnes de sensibilisation, opérant finalement un glissement du focus des dénominations à un focus sur l'acte même de nommer. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on choisit telle ou telle dénomination, lorsqu'on nomme ces personnes? Et donc, par exemple, Vluchtelingenwerk fait la recommandation suivante au secteur associatif sur la meilleure manière de communiquer au grand public. Je vous la traduis directement en français. Dans la communication, mettez en avant l'aspect humanitaire, humain. Laissez les personnes avec un passé migratoire témoigner de leur histoire personnelle. Remplacer, dans la mesure du possible, des mots comme réfugiés, migrants ou allochtones par exemple, père, mère, enfant, voisin, personne. Remplacer travailleurs non qualifiés par nettoyeurs dans les écoles et les hôpitaux. Remplacer migrants hautement qualifiés par médecins et ingénieurs. Et mineurs non accompagnés par exemple, adolescents sans parents. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que dans les propositions de choix lexicaux que fait Vluchtelingenwerk, la référence au phénomène migratoire est complètement effacée au profit d'autres critères de catégorisation. De plus, certaines dénominations à remplacer, du type travailleurs non qualifiés, n'ont en réalité pas un sens lexical qui réfère explicitement à la migration. Et donc, en invitant à remplacer ce type de dénomination, Vluchtelingenwerk va prendre acte finalement de ce sens discursif qu'elles ont acquis dans le contexte des politiques migratoires et cherche à s'en dégager en proposant des alternatives neutralisées. Et donc, ces recatégorisations vise à montrer que les personnes en migration sont des personnes comme tout le monde, qu'elles ne se réduisent pas à leur mobilité ou à leur origine. Un autre exemple de cette réflexivité accrue du côté des acteurs néerlandophones est relevé lors de l'entretien que j'ai réalisé avec Orbit, où la chargée, il faut que je boucle, désolée. On va passer cet exemple-là, très bien, et passer directement à la conclusion, où si vous ne deviez retenir que 3 informations, les voici. C'est donc l'existence de ces 2 idéologies langagières. Je boucle, désolée. Et donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, bouclons ici, c'est de voir comment le contexte, les conditions de production de ces discours vont peser comme des contraintes sur l'usage des dénominations utilisées, puisqu'en fonction du degré d'institutionnalisation, on va avoir l'utilisation des catégories de la migration, mais que finalement, ces contraintes aussi vont rendre possible la réflexivité de ces acteurs autour des enjeux sociaux et politiques de l'acte de nommer ces personnes. Je suis désolée. Merci beaucoup. Je vais directement passer la parole à Robin qui va faire la discussion de ce panel. Merci beaucoup. Either way is fine. Okay. That's a very bright light. Okay, good afternoon everyone. I feel very grateful and privileged. Now I'm standing in front of you. That's not right either. Now the camera can't see me. It's moving anyway. Okay, right. I'll just stand over here. As you've heard, I will continue in English because my French is just abominable, I'm afraid, although I do understand it a little bit. I was just going to say that I feel very grateful for being here and for being invited to be the discussant for such thought-provoking, wonderful papers. So thanks for the organizers and thanks for all the presenters. In particular, there's a couple of big topics that I'd like to address before diving into very specific questions to each of the presentations. The 2 big topics that I had, first one revolves around the relation between politicization and power. Because as some of you have mentioned, there's specific actors like citizens, like civil society organizations that have specific resources that enable them to politicize in a different way, to use their resources more. But having those resources necessarily also means that they are embedded in power relations vis-a-vis the subjects for whom they claim to speak. And the same applies to
migrant-led collectives as well. So the big question on the one hand is who speaks, in what way, how does this influence the strategies that they use, and what is the risk of being incorporated for these different actors, and how does this shape the alliances and the conflicts that emerge between the different actors. The second set of big questions is, for me, is which role do you take up as researchers within this, and then I don't necessarily mean the strategic role that you seek to take up, but rather the practical role, because by documenting forms of solidarity, by documenting certain struggles, archiving them, by asking questions even, you intervene in a certain context. And so the question is, how does this happen in your research? How do you deal with this? How do you deal with this? And then I have a number of more specific questions for the different papers. Louise, for you, first of all, did you notice in your context or in your research a politicization of the volunteers that you've worked with? Whether on a local level or on a translocal level, in the sense that they would end up going to manifestations, take different forms of action on a national level, and also which space is there for criticism towards the volunteers, both in your research. How can you incorporate this in your research? Is this something that the migrants or the newcomers that you've interviewed, that they would confide in you to tell you about criticisms? But also in this local context, what space is there for criticism? And then second question for Louisa, I wonder if you could tell me a little bit more about the trajectories of potential institutionalization of these practices of hospitality. Whether there's an opportunity to influence policies on a local level through these social relations that emerge, or is it rather the other way around, that it's mainly used by the municipality to control both newcomers or these civil society organizations, either by controlling them, by telling them what to do, or by just saying, oh no, you're doing a brilliant job, we're sending everyone to you because you're doing all the work. And then some specific questions to Thomas and Yuri. If you could tell me a little bit more, or tell everyone a little bit more about your role as researchers. You touched upon this. You've both been a supporter, but also an archiver, or archivers of these movements. And how has this affected the strategies within the movement? And how have you dealt with this? Because you do have certain resources, you touch upon this, but this also means that like on the one hand, because you're a supporter, you try to create this continuity, but then especially when you move into the role of researchers, which you're doing now, and you're presenting this and writing this out, you try to contribute to the movements by making sure that they learn from the past, and that's a movement where you switch from being a supporter to being an expert in one way or another. And I wonder, like, how does this shape those movements? And then secondly, because you touched upon the relevance of institutional actors, and that they have a memory too, and that this influences their strategies. But I would be particularly interested in how the memory of allies, such as civil society organizations, specific individuals who have been supportive, for instance, of regularization campaigns in the past, or of hunger strikes in the past, who now may have based on those experiences, have a different view on regularization and on hunger strikes. How does this shape the internal movement, the memory of the internal memory of the movement itself? Because they will play a mediating role, they will try to steer it into different directions. I wonder if you could tell us a bit more about that. Then the third presentation by Antoine. Yes, I wonder if you could tell me a bit more about race and gender and the role that they play in hébergement, which is also a bit of a very big question. Both in terms of like just making the comparison between the hébergement within the citizen platform and in context of the Ukraine, because the target group of migrants is very different. With people from the Ukraine, it's mainly women and children. With the citizen platform, it's mainly been young single men who are not white. Essentially, how has this impacted those social relations that you talked about? But also, if you look at the hébergeur from the citizen platform, I mean, the majority has a specific profile, but there's also people with migration backgrounds, with different genders. And I wonder to what extent this has fed into different relations with the people that they host, and also into different experiences of being criminalized, which is something you touched upon in the title, but not so much in the presentation.
And then lastly, for Cécile, yes, I wondered to what extent these are, you could tell us something about whether these are discourses that are really being, in terms that are consciously being used in a way to mobilize, or whether they also have a certain deterministic power in them. So that, for instance, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, or the Citizen Platform, which has refugees in, both have refugees in their name, is this a strategy that they use to mobilize in a broader way or in a specific way, or does it also tend to shape with the populations that they try to mobilize for? And then secondly, I wonder if you could tell us a bit more about how the specific terms that the different organizations use, how that relates to the role that the subjects for which they mobilize are part of the mobilization. So I can imagine, for instance, sans-papiers, that is that's a bit more obvious, of course, that is a term that is used in order for that is used to mobilize in a way that is more participatory, not speaking with about us, without us. But how does that relate to the other organizations and the other terms? Is there a certain tendency that once you talk about refugees, you don't involve them anymore? Or is that not the case? Is there a certain relation between the two? Thank you. Par rapport à la politisation des volontaires, en fait, à nouveau, je ne me suis pas centrée sur les volontaires, mais plutôt sur les réfugiés en eux-mêmes. J'ai quand même rencontré pas mal de volontaires, mais en fait, à nouveau, on se retrouve face à une diversité de profils, comme dans ton cas, où on peut voir en fait des modes de politisation, mais qui sont un peu déviés. C'est-à-dire, par exemple, ça va être une journaliste de la télévision locale, mais donc qui est sensibilisée à ces questions, mais qui n'est pas pour autant militante dans un mouvement sur ces questions-là spécifiquement. Et en fait, la plupart des volontaires que j'ai rencontrés, c'est des femmes retraitées, qui travaillent avant dans l'enseignement, qui du coup donnent des cours de français. Enfin, c'est beaucoup de femmes de plus de 60 ans, en fait. C'est le profil principal des volontaires. Par rapport au trajet, en fait, par rapport à la question je vais mélanger un peu les différents... Je vais répondre en un bloc par rapport aux différentes questions, peut-être en répondant mal à l'une ou l'autre, mais bon, comme ça fait quelque chose de plus cohérent. Mais donc, en fait, le secteur associatif, donc, quand en 2015, c'était juste une plateforme, il n'y avait pas d'employés, en fait, pour travailler sur ces questions-là. Et étant donné l'arrivée massive et débordante des demandeurs d'asile à Tournai, il y a eu la demande de subsides et de financement pour embaucher des personnes employées qui avaient pour tâche d'accompagner les demandeurs d'asile. Il y a eu un employé qui a été embauché juste avant le début du Covid, et donc en fait ça a complètement ralenti le truc. Et donc ça vient seulement de démarrer, où le mouvement essaie de se professionnaliser aussi, en fait, par rapport aux dérives bénévoles, parce que même si ça se passe bien, dans 90% des cas, il y a des cas problématiques, et c'est aussi par rapport à ces cas problématiques-là qu'ils se sont rendus compte de la nécessité de professionnaliser les relations, notamment par rapport à tous les problèmes d'accès à l'information qui avaient amené à vraiment des problèmes juridiques, en fait. Et donc, mais c'est pas une institutionnalisation, c'est pas une négociation avec les pouvoirs locaux, parce qu'en fait, c'est comme s'ils étaient dans le... Ils sont pas là, en fait. Et même dans l'enquête, je sais pas combien de mails j'ai envoyé au CPS ou à la municipalité, enfin bref, pour rencontrer des responsables politiques, et je n'ai jamais de réponse à ces mails. Donc je veux dire, ça montre bien aussi ben voilà, il n'y a pas de réponse, en fait, il n'y a pas de répondant, et les subsides sont surtout du côté des parcours d'intégration, le fait d'organiser des ateliers et ce genre de programme qui fait qu'ils peuvent en fait professionnaliser le réseau. Et par rapport à la question du rôle de chercheur, du coup, ça me permet de faire un peu un lien avec ça, c'est-à-dire que c'est aussi dans le cadre de cette enquête qui a été menée pendant 1 an avec les acteurs associatifs qui eux-mêmes se disaient il manque des choses à mettre, enfin, il faut qu'on mette en place des choses, qu'on facilite l'accès aux ressources, aux informations, etc., qui m'ont aussi convoqué pour mettre en place ces ateliers dans le cadre du parcours d'intégration
avec une demande très précise qui était d'identifier quels étaient les besoins les plus urgents à prendre en charge et où il y avait cette tension entre est-ce qu'on forme les bénévoles ou est-ce qu'on on professionnalise et on cherche à pouvoir employer des personnes pour accompagner les réfugiés. Et puis du coup, voilà, ils ont fait le choix de professionnaliser plutôt que de faire encore porter plus de choses en fait sur les épaules des bénévoles, mais à la demande là j'utilise le terme primo-arrivant, mais je me rends compte moi-même que je pourrais faire une analyse. Mais bref, vu que c'était dans les ateliers, dans le cadre du parcours d'intégration à ce moment-là, il s'était appelé primo-arrivant, donc dans le dispositif, c'était la demande, c'était que ce soit pris en charge au niveau politique et que ce soit quelque chose qui soit professionnalisé. Bref, je ne sais pas si j'ai répondu de manière claire. Take the first, take the second. Merci. I will speak in French if it's alright for you. Merci pour tes questions. Et précisément, c'est la question générale de who speaks for who. C'est au cœur de mes recherches de thèse autour de la coordination des sans-papiers et la manière dont la voix des premiers concernés apparaît à certains moments et à certains égards capturée par les alliés et les soutiens autour précisément dans le cas de mes recherches de l'enjeu de l'autonomie de ces collectifs-là. Donc voilà, la thèse va bientôt être éditée, donc je t'enverrai un exemplaire dédicacé, je te le promets. En revanche, ta question sur le rôle du chercheur dans son terrain rejoint un peu les débats que nous avons eus lors du panel précédent. Et du coup, j'en discutais avec mon éminente collègue Naike durant la pause. Moi, je suis arrivé à la recherche sur ces questions-là parce que j'ai été préalablement impliqué en tant que militant dans ces mouvements-là, notamment dans les mouvements de 2008-2009, où les sans-papiers sont venus nous interpeller sur les campus universitaires pour qu'on participe à leur lutte en faveur de leurs droits. Et c'est par finalement un mauvais agencement militant. J'ai été pris avec d'autres collègues et camarades dans un procès en correctionnel pendant plusieurs années. Et c'est sous les conseils de nos avocats qu'on nous a proposé de faire un pas de côté par rapport à la mobilisation. Et moi, c'est le moment que j'ai choisi pour m'investir dans les recherches académiques. J'aurais, je pense, jamais investi la recherche académique si je n'avais pas eu ce moment-là. Donc, il y a parfois des hasards, des événements, mais c'est, à mon sens, en tout cas tel que moi je me l'explique, un événement dû au contexte militant qui a participé à ce que je m'intéresse à cette cause-là à travers des lunettes de chercheurs. Et quand j'ai été voir la coordination pour leur proposer de les observer dans le cadre d'une ethnographie, j'ai voulu mettre en avant davantage mon expérience de chercheur que mon expérience de militant, notamment parce qu'au sein de l'université, j'avais été longtemps pris en tension autour de ces enjeux de neutralité, etc. Et donc à un moment, je me suis dit, je vais résoudre ce problème, je vais aller me présenter aux acteurs de la coordination comme étant un chercheur, et non pas comme un militant, et en disant, je viens ici faire de la recherche et de ne pas faire du militantisme. Et au bout de 5 minutes d'explication, l'un des membres de la coordination, que j'avais rencontré dans mon parcours préalable, a argumenté auprès des autres membres de la coordination, il faut accepter la proposition d'Yuri parce que Yuri c'est un militant des sans-papiers. Et donc c'était un peu, c'était extrêmement flatteur, mais c'était aussi très déconcertant parce que je me rendais compte que la place que j'avais occupée dans ce terrain-là n'était pas du tout de mon chef, et que même si je venais avec des grands principes éthiques et théoriques et méthodologiques sur la manière dont je devais me comporter, finalement cette place-là n'a pas été celle que j'ai finalement eu l'occasion de prendre au sein de ce collectif. Et donc j'arrive pas très bien à savoir quelle place j'ai eue et comment mon intervention a malgré tout façonné positivement ou négativement la mobilisation de la coordination. Il y a plein de membres de la coordination dans la salle, et donc je leur retourne la question s'ils ont envie du moins prendre la parole. Ça c'est l'argument d'autorité, ça. Okay, I'll try to briefly respond as well on Robin's great questions. So the first question about who speaks in what way,
and what role we have basically in that, and what type of intervention this is. You know, I think we are memory agents as well, right? Like, in our paper we describe how sans-papiers can do it in the context of the movement. But of course, what we're trying to do as well is tell to the outside world, look, this history of this movement, it is valuable. There's some lessons to be learned for broader society. So we are archiving the movement. And even during the fieldwork, I was already doing that. I remember that Sans-Papiers Belgique, for example, asked me to make a slideshow because I knew how to work with PowerPoint. And then I had to kind of draft the timeline of everything they had done up till then. And if I'm not mistaken, that timeline was then picked up by Yuri, and former leader, and they extended it and kind of built a broader timeline of the movement. So there was a demand already in the field of us as researchers kind of using our knowledge and resources to help preserve what was there. Also to help translate it to the outside world, because lots of it is just, you know, like I said, experiential knowledge, and then we know how to make it sound nice, make it sound interesting for different publics. So, but that doesn't mean that that this intervention, you know, that we mean to say, oh, there's a big problem in the sans-papiers movement. You're not learning from the past. Do a better job. That's not what we're trying to do. I think what we're trying to say is it is very important at the level of the self-organizations to kind of try to strengthen the organizational capacity to preserve memory and transfer it to whoever comes next. And that's something that we can help with. So I think as privileged researchers, you know, we can use our privileges in that respect to help make that happen. It also gets to your other question, because the question of privilege and power and all of that, these institutional actors. It's true that we did not talk a lot about this in this paper. I think Yuri will do in his book. I will also do in my book, because I also research these struggles over representation between more privileged actors in the movement and the sans-papiers. And I think in my reading, these are struggles over meaning. Who can impose their understanding of the situation upon the rest of the movement? And the big struggle within the movement has been, I think, these moments where these more privileged actors say, we know better, because we've been around longer, and we can read the political situation better. So better refrain from the hunger strikes now, because it's not the right time. That's also something that I literally heard numerous times, especially in the Belgian case, which also I also did research in the US. I also heard it there, but especially here, you know, in the Belgian case, I've heard that numerous times. There's also this like paternalistic kind of thing that you a tendency that you tend to find in civil society here. And so there's a struggle over meaning underlying this, and so yes, it's not only about institutional memory from the state. It's also institutional memory is also being preserved by these professionalized civil society organizations, and there again, I think in the ideal world, the stability that these organizations have would allow for this collective memory to be preserved in a way that it can reinforce the autonomy of these self-organizations that come after it. Of course, in reality, that doesn't always happen. So I think what needs to happen in terms of civil society is be more reflexive about their privileged position and not impose a specific interpretation of the past, but just, you know, share some of these examples from the past in a way that self-organizations can do their own thing with it. Merci pour les questions. Je vais reprendre et peut-être structurer la réponse sur la question de l'importance de la race et du genre, de la présumée race et du genre dans les relations en deux temps. La première, c'est de voir la place que ça peut avoir dans les logiques d'action des acteurs et des hébergeurs et des hébergeuses.
Et là, la première réponse qui me vient en tête, c'est d'abord le fait que cette question de la raison humanitaire qui pousse les gens à se mobiliser a tendance, et y compris dans les discours explicites par les gens, a tendance à transcender les frontières de présumée race ou même de genre. Cela étant, on a quand même des discours assez occurrents, notamment sur la question de la représentation et je pense que c'est ça qui explique aussi l'énorme mobilisation dans la question de la plateforme citoyenne, pourtant pour des migrants qui pourraient être dépeints comme profondément menaçants ou indésirables dans la société, à savoir en situation irrégulière. Dans la question de l'hébergement des Ukrainiens et Ukrainiennes, il y avait quand même beaucoup cette question du « on va héberger que des femmes ». Et il y avait beaucoup à la fois de messages, etc. Parce qu'il y a cette représentation de l'homme menaçant qui est d'autant plus saillante qu'il s'agit de le faire rentrer dans son foyer. Et de ce fait, la question là, alors du genre, joue un rôle. Et la désorganisation totale qu'on a vécue en 2022 dans l'organisation a fait que, par exemple, certaines hébergeuses avaient demandé spécifiquement que ce soit qu'une femme qui... Et finalement, c'est un homme qui est arrivé. On a eu plusieurs entretiens où c'était le cas, par exemple. Et c'est très intéressant de lire ce qu'ils disent, parce qu'ils disent au début, on voulait pas, on a voulu faire marche arrière, et finalement, on a quand même accepté, etc. Et il s'est quand même passé des choses. Mais donc, il y avait vraiment cette première barrière qui est vraiment liée à la question de la figure de l'homme qui rentre chez soi, et y compris d'un autrui sur lequel j'ai peu d'informations, etc. On parle vraiment d'un endroit d'intimité. L'autre chose aussi, en faisant référence au passé familial des hébergeurs et des hébergeuses, il y a un rôle assez important qui a pu jouer dans certains processus, qui est lié aux mémoires, soit aux mémoires familiales ou aux mémoires collectives qui sont liées. Mémoire familiale, c'est typiquement des discours qui vont se référer à mes grands-parents, mes parents ont bénéficié d'une aide, ou mes parents ont eux-mêmes bougé et ont bénéficié d'une aide. Et les mémoires collectives sont liées alors plus à des identités collectives et des identités par exemple nationales. Nous, Belges, on a bénéficié de telles aides singulièrement pendant les guerres mondiales par exemple. Et donc des discours assez fréquents sur ces rôles des mémoires collectives, et là singulièrement pour la question de l'hébergement des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Donc ça c'est pour les logiques d'action des individus. Après, sur le traitement de l'appareil d'État, il y a quelque chose qui est assez fort, c'est cette transposition de la question de la figure du désirable et de l'indésirable à une mobilisation désirable et indésirable. Donc, sur la question de la plateforme citoyenne, la question de la criminalisation, ou en tout cas de la dissuasion, la tentative de dissuasion, c'est transposé en fait sur base du fait qu'elle s'articule autour de la perception ou en tout cas sur des figures de migrants moins désirables, sur lesquels en fait se construisent des politiques de sécurisation et donc qui vont assez naturellement se diffuser sur les actions mêmes du mouvement social. Et ça, c'est vraiment toute cette question du double standard qui ne va pas juste englober la figure du migrant, mais englober tout ce qui va venir en soutien à. Et que, dans le livre, on fait aussi référence à d'autres passés historiques. On parle beaucoup évidemment de ce double standard maintenant, mais Karen Akoka fait aussi des occurrences d'un double standard, par exemple, dans le traitement des réfugiés cambodgiens et vietnamiens et le traitement qui est fait dans le même temps des réfugiés zaïrois, par exemple, etc. Et donc, du coup, il y a vraiment cette question du double standard qui me semble assez centrale pour interpréter non seulement l'action, le policing, les politiques publiques qui sont menées à l'encontre des figures des personnes en mobilité elles-mêmes, mais aussi sur les mouvements sociaux qui en viennent en soutien. Merci pour les questions. Je vais essayer de répondre concisement. Alors, à la première question de savoir est-ce que le choix de ces dénominations s'inscrit dans des discours qui sont stratégiques destinés à mobiliser ou au contraire qui dessineraient un public visé. Je dirais que c'est un peu les deux, puisque justement,
les nominations, l'acte de nommer est à la fois pris dans ce système de contraintes qui va très largement de l'histoire des politiques migratoires, du général au particulier, avec jusqu'aux missions même de chaque association, chaque collectif. Donc oui, il y a ces contraintes-là qui pèsent, et oui, elles sont assumées, et on peut, est-ce que j'appellerais ça, est-ce que c'est le public qui le veut, en tout cas ce sont les questions qu'ils traitent. Et en même temps, d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, à un moment donné, ces acteurs prennent conscience des contraintes qui pèsent sur leur propre discours, et comment est-ce qu'ils vont soit en jouer et pleinement assumer de les reproduire parce qu'il y a une nécessité de nommer telle catégorie, de référer à telle catégorie de personnes, et alors utiliser les nominations, notamment juridiques, pour pouvoir défendre leurs droits, et en même temps, dans un deuxième temps, soit réflexivement commenter leurs usages, ou proposer dans d'autres situations, dans d'autres contextes, ces dénominations alternatives. Tu prenais l'exemple de Vluchtelingenwerk, qui va parler du coup des Vluchtelingen exclusivement dans ce sens juridique, mais par contre, Asylzoeker, pareil, exclusivement dans ce sens juridique de personne qui a introduit une demande d'asile. Mais par contre, pour toutes les autres, on a ce vocable Mensen op de Vlucht, qui est largement utilisé, et donc effectivement, on a, je dirais, les deux dimensions sont là en discours, à la fois ces contraintes qui pèsent et la manière dont les acteurs en jouent. Et ça me permet de faire le lien avec la deuxième question qui était les relations entre les dénominations. Alors peut-être au sein d'un même discours, pour reprendre l'exemple Vluchtelingenwerk et Mensen op de Vlucht et Vluchtelingen. Donc en fait, il s'agit ici des relations sémantiques entre différentes dénominations. À quel point est-ce qu'elles sont, comme on l'a vu avec le HCR, exclusives l'une de l'autre, ou qu'elles peuvent référer à la même catégorie de personnes. Et là encore, ça dépend à la fois des acteurs et des dénominations. Et typiquement, Mensen op de Vlucht va inclure les Vluchtelingen et Asylzoeker dans le discours, dans la manière dont ils sont utilisés. Même chose, migrant dans le discours de tous les acteurs va être utilisé comme hyperonyme, dans un sens large qui inclut toutes les personnes. Et donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est de prendre conscience que toutes ces dénominations, elles n'ont pas un sens fixe comme ce qu'on pourrait le croire. Elles sont chargées de leurs usages, et en plus, elles n'ont pas un référent fixe non plus. Et en fonction des contextes, vont référer à des catégories de personnes différentes, ou au contraire, essayer de dépasser les catégories et inclure un maximum de personnes. Et donc c'est justement là que peut se jouer, qu'il y a un espace à investir pour essayer de stabiliser ou déstabiliser, restabiliser les catégories, et voilà, de jouer sur ces représentations. Je ne sais pas si ça répond à la question.